Bonjour à toutes et à tous. Donc, ce n'est pas la peine de vous présenter cet enfant du pays, si je puis me permettre, qu'est Paul Constant, que vous êtes venus pour écouter. Et le titre de cette rencontre, il est calqué en quelque sorte, ou même de manière très évidente, sur votre dernier livre, Paul Constant, C'est fort, la France. Et un des personnages principaux de ce roman, c'est l'auteur d'Oregano, qui était votre premier roman qui, dès vos débuts, donc début d'écrivaine, en 1980, a été récompensé du prix Valérie Larbaud. Et vous avez fait suivre à ce roman deux autres, dont le deuxième a la même héroïne, Tiffany, la petite Tiffany qui, dans Oregano, a 8 ans, qui, dans le deuxième, propriété privée, fera son pensionnat à Pau, et qu'on retrouve jeune femme dans Balta, qui est un enfant africain. Donc, avec tous ces enfants, est-ce qu'on peut dire que l'enfance est un des sujets clés de votre œuvre? Bonjour. Un écrivain et la romancière que je suis ne prend pas ses sujets de roman comme un universitaire prendrait son sujet de thèse ou de réflexion. Pour avoir été à la fois universitaire et avoir été chercheur d'un côté et pour être romancière de l'autre, je vois tout à fait la différence de démarche. La démarche de chercheur vous enrichit, vous demande des qualités de rationalité, j'allais dire de présence intellectuelle. Le travail du romancier est quelque chose qui s'apparente, dans mon cas, beaucoup plus à ce qu'on appelle l'inspiration, l'imaginaire, l'inconscient. Et évidemment, je ne me suis pas dit au départ, quand j'écris ma première ligne, je ne me suis pas dit je vais écrire sur l'enfance ou à partir de l'enfance. Mais un matin, j'étais à Aix-en-Provence, je me lève à 6 heures du matin et j'écris un paragraphe qui est une petite fille qui arrive dans un dortoir d'un pensionnat et elle a l'impression que tous les édredons de tous les lits, parce que les pensionnats autrefois c'était 50-60 lits, se soulèvent et ça fait une houle, ça fait une mer et elle a brusquement la nausée et elle vomit. Et à partir de cela, qui est la fin de Oregano, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cet enfant se trouve dans ce lieu et pourquoi elle a cette réaction viscérale qui est à la fois la nausée de ce qui se passe dans la pièce et aussi la nausée de ce que lui a procuré la vie. Donc c'était comme ça, l'enfant est venu. Et puis l'enfant est revenu pratiquement dans tous les livres. Et l'enfant, mon petit double, Tiffany, et puis mes petits doubles masculins que sont Balthazar, et les enfants reviennent. Et puis un jour, je me suis dit, mais je vais écrire un livre à partir d'adultes. Enfin, je ne me suis pas dit comme ça, c'était des adultes. Et c'est Confidence pour Confidence. Et là, plus qu'adultes, puisqu'elles ont toutes entre 45 et 60 ans, mais les 4 femmes du livre. Et puis en fait, je me suis rendu compte que lorsqu'elles s'évoquaient elles-mêmes, elles n'évoquaient que leur enfance. Confidence pour Confidence, c'est un livre où des femmes adultes se parlent entre elles de leurs blessures, et en fait, se parlant entre elles, elles ne parlent que des blessures d'enfance. Alors maintenant, je ne cherche même pas à me piéger ou à me proposer de partir d'un autre âge que l'enfance. Je pars tout de suite de l'enfance, je ne fais pas compliqué.
l'âge de 7 ans me convient très bien. Peut-être j'irai une fois jusqu'à 12 ans. Ça me convient. C'est pas à mon âge que je vais changer d'âge, si vous voulez. Je suis très très bien dans cette frontière-là. Alors après, quand même, quand on écrit, on n'est quand même pas totalement aveugle à ce qu'on écrit. On se relit, on s'analyse, on s'explique. J'adore faire des parenthèses dans les parenthèses. Mes pauvres étudiants en savaient quelque chose. Je me rappelle comment Michel Tournier me parlait de ses livres et analysait ses propres livres. Et je me disais, mais comme il se trompe. Un écrivain qui analyse ses livres se trompe aussi, pas plus que le critique qui analyse les mêmes livres d'ailleurs. Et c'est toujours très intéressant de voir comment les écrivains font a posteriori, après avoir écrit leur œuvre, comment ils font l'analyse de leur œuvre. Et c'est à ce moment-là qu'ils fondent des écoles. Je sais pas, on pourrait raconter le naturalisme comme ça, on pourrait raconter le structuralisme, le réalisme. C'est très très amusant, c'est toujours a posteriori. C'est une sorte de justification a posteriori d'une œuvre qui a été écrite quand même en grande partie dans l'inconscient. Alors donc je me suis analysée et je me suis dit que partir de l'enfance, c'était ouvrir un territoire beaucoup plus large à la littérature que de partir d'une expérience adulte. L'expérience adulte a des bornes sociales, a des bornes de sexe. On n'imagine pas à quel point l'adulte vit à travers des codes. Puisqu'au fond, toute l'éducation va servir à lui faire accepter les codes de la vie de tout le monde. Et un adulte bien intégré, c'est l'adulte qui va suivre absolument tous les codes du métier, les codes amoureux, le rythme de la vie, l'entrée dans le travail, les promotions de travail, la sortie du travail, la retraite, enfin bref, c'est ça. Et l'enfance, c'est un moment où un individu qui a tout, qui a toutes les potentialités, peut vivre un moment toutes les potentialités. À la fois, il est bien confronté au réel, c'est les adultes, ses parents qui lui présentent des conditions sociales, conditions sexuelles, etc., etc. Il est bien d'une région, il est bien d'un pays, il est bien d'une famille. Bon, tout ça, ce réel est là. Et à la fois, il le dépasse parce que être enfant, c'est pouvoir aussi rêver qu'on ne sera pas comme ses parents. C'est chercher ses modèles ailleurs et peut-être chercher ses modèles chez ses grands-parents. On oublie trop souvent que c'est les grands-parents qui aident les enfants à rêver. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire, non, pas simplement d'avoir un père et une mère, mais d'avoir un grand-père et une grand-mère. Très, très important. Et donc, il est là, et il a toutes les potentialités. Longtemps, on a fait des enfants des petits anges. Ah non, jamais le mal n'est aussi proche d'un individu qu'au moment de l'enfance. Être enfant, c'est pas simplement le vert paradis des amours enfantines, ce n'est pas l'innocence du monde, l'enfance. C'est justement parce qu'il est l'innocence qu'il va traiter à la fois le bien et le mal, choisir le mal ou le bien. Et une question qui a longtemps été absolument rejetée, c'était la question de sexualité des enfants. On dit que les enfants n'avaient pas de sexualité. Ils n'ont pas de sexualité à proprement parler, mais ils ont une sensualité qui est largement plus vaste qu'une sexualité d'adulte dans des rôles d'adultes. Donc, je me suis rendu compte que
je m'offrais, en prenant des personnages enfants, je m'offrais énormément de liberté. Et pour en revenir à la sexualité, par exemple, entre autres, alors qu'il n'y a pratiquement aucune scène sexuelle dans mes livres, j'allais dire que tout est sensualité. Et je trouve ça extraordinairement plus fort que de mettre un homme, une femme, ou deux hommes, ou deux femmes, ou trois hommes, quatre femmes dans un même lit. Et bon, ensuite, une des théories que je me suis forgée, elle est assez récente. C'est à force de lire. Et donc, assez récente, je me suis dit, la poésie a disparu des livres de poèmes. Voilà. Plus personne n'avait acheté un livre de poètes contemporains. On relit encore des poètes anciens, mais on ne le fait plus. Mais la poésie n'a pas disparu pour autant. Alors, quand les choses n'ont pas disparu, où est-ce qu'elles se cachent? Et je me suis rendu compte que la poésie se cachait dans les grands romans. Et il n'y a pas de grand roman qui ne soit pas poétique. Et là encore, l'enfance, par tout ce qu'elle permet et ce qu'elle ouvre de perspectives, conduit à la poésie, non pas à une sorte de poésie de dictée, mièvre et enfantine, mais à une appréhension du monde comme un territoire poétique. Quand je dis territoire poétique, je dirais territoire à nommer, territoire à mettre en mots. Une des plus belles poésies de l'humanité, c'est la création du monde. Et la création du monde, vous savez que le ciel se sépare de la terre, etc., etc., etc. Et puis, il y a la création des animaux. Et puis, à ce moment-là, Dieu se repose et il dit à l'homme de nommer. C'est à l'homme de nommer les plantes, les animaux, de nommer la création. Et c'est à ce moment-là que l'homme devient poète. Merci beaucoup de nous avoir parlé de votre naissance en tant qu'auteur et de la naissance, si vous voulez, de la poésie en général. Justement, je l'avais dit, dans votre dernier livre, un des deux personnages principaux est auteur de votre premier roman, mais bien sûr, ce n'est pas de l'autobiographisme simple que vous faites, parce que ce personnage, on lui donne à un moment donné, on l'appelle par son prénom, qui est Brigitte. Donc on voit tout de suite que vous vous servez bien sûr de votre vécu. Et là, Brigitte, c'est le nom du chien. Bon, je pensais avoir bien lu, mais évidemment... Mais vous n'êtes pas censé le savoir, sauf si vous avez lu un livre qui s'appelle La fille du Gobernador. Et celui-là, je ne l'ai bien sûr pas lu. Et justement, l'enfant dans La fille du Gobernador voit un chien absolument dégoûtant. Mais les chiens ne sont pas vraiment dégoûtants, mais enfin, celui-là l'est. Et ce chien a un prénom extrêmement présent. Je veux dire, s'appeler Brigitte, c'est quelque chose. Surtout pour un chien. Et justement, que ce prénom très concret, parce qu'on a connu beaucoup de Brigitte, et que Brigitte est là, quoi. Et brusquement, c'est un caniche. Et ça trouble la vision du monde. Et donc, voilà, donc c'est l'irruption du prénom en tant que prénom de chien. Voilà.
Alors, donc, d'une part, je me suis trompée. J'ai malus que pour une prof de littérature n'est pas un vrai exploit, j'en conviens. Mais ce où je voulais en venir, c'était justement votre façon de troubler le lecteur. Par exemple, le deuxième personnage, cette Madame Dubois, qui semble avoir été tout à fait un personnage tout à fait réel qui se révèle à la toute fin comme un personnage quand même inventé par l'auteur. Donc vous jouez beaucoup justement sur ces différents plans et justement la question qui intéresse sans doute une grande partie de l'auditoire, c'est bien sûr la dimension autobiographique et peut-être particulièrement de propriété privée, cette petite fille pensionnaire à Pau. Vous êtes un d'excellents professeurs de littérature parce que vous avez vu ce que peu de critiques ont vu. Quand j'écris C'est fort la France, il s'agit d'une romancière qui reçoit la lettre d'une dame qui lui dit vous avez écrit un roman qui s'appelle Oregano et dans ce roman vous êtes complètement trompé. Et la romancière dit dans ce roman la romancière raconte ce qu'elle a vu quand elle avait 7 ans et donc elle va voir cette vieille dame et la vieille dame lui dit je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé, ce que vous racontez c'est faux. Et la vieille dame raconte quelque chose qui est certainement aussi faux à l'écrivain. Et à un moment dans le livre, on se rend compte que cette vieille dame qui parle est un des personnages de l'écrivain, puisque la vieille dame est très malade, on l'envoie à l'hôpital, et à un moment, l'écrivain dit je vais aller à l'hôpital parce qu'il faut qu'un romancier s'occupe de ses personnages et s'occupe de la mort de ses personnages. Il ne faut pas que le romancier soit absent quand un de ses personnages meurt. Donc c'est toute une réflexion sur qu'est-ce qu'a été Madame Dubois dans le premier livre Oregano où elle a été vraiment un personnage et qu'est-ce qui est devenu Madame Dubois dans ce livre C'est fort la France. En fait, les deux livres sont faits pour être lus en miroir l'un de l'autre. Qu'est-ce qui est autobiographique? Est-ce que c'est Oregano ou est-ce que c'est fort la France? Et je perturbe le jeu de miroir. On pourrait penser que Oregano est un roman et c'est fort la France, l'autobiographie de ce roman, mais on peut complètement penser que c'est l'inverse, que Oregano c'était l'autobiographie et que c'est fort la France et le roman du roman. Bon, donc ça c'est des plaisirs subtils et personnels, mais le lecteur n'a pas besoin d'être de se poser ces questions que je me pose à moi-même. Alors l'autobiographie, j'ai toujours fui l'autobiographie. J'ai encore une théorie, avec l'âge on a des théories, et ma théorie, en lisant beaucoup, vous savez, je lis entre 100 et 150 romans par an. En lisant beaucoup, je me dis qu'un grand écrivain, c'est celui qui cache et c'est pas celui qui révèle. Que un vrai roman, un grand roman, c'est un roman qui passe son temps à cacher. Le grand roman, c'est Proust. À la fois, Proust nous donne des indications totalement exactes sur la vie sociale, mais il passe son temps d'écriture à dissimuler, à cacher, et à quoi servent les métaphores sinon à recouvrir la réalité. Mais dans tous les romans qui vont directement à la révélation, vous savez, cet auteur, souvent une jeune femme qui vient vous expliquer que tout a été extraordinairement difficile dans sa vie, etc., qui fait des révélations sur son père, sur sa mère, etc., ça apparaît plutôt d'un acte journalistique. Le journaliste nous révèle. Et il y a beaucoup d'écrivains qui ont suivi cette formation journalistique. On est dans la révélation. On écrit pour dire, voilà, on publie, on s'expose. Bon. Alors, moi, je cache. Et tout ce qui transparaît, c'est malgré moi. C'est-à-dire que c'est les autres qui vont le voir, mais pas moi.
Donc, je fais le roman du roman. Et à aucun moment, je peux reconnaître véritablement mon enfance dans mes petits personnages, non. Parce qu'il y a un très, très, très grand plaisir aussi à inventer, à aller dans le sens d'un personnage, à laisser un personnage prendre son indépendance, vous savez, à lui courir derrière comme ces enfants qui commencent à marcher. On voit que ça va démarrer, on est juste derrière pour que l'enfant ne tombe pas. C'est très délicieux à ce moment des romans, quand on écrit des romans. Tout ce que j'essaie de faire est véritablement d'une autobiographie empêchée. Je me camoufle peut-être des choses à moi-même. Enfin, c'est... Et puis, je pense que si on ne veut pas tarir la source de l'inspiration, chez un romancier, il ne faut pas que tout soit trop clair. Si on n'est pas dans une sorte de mystère à soi-même... je me rappelle quand Tournier me disait qu'il allait faire ceci, cela, et je me disais, mais il ne va plus écrire s'il en est là de la précision, et il n'a plus écrit. Il était en train d'écrire un Saint-Christophe, ce qu'il mettait en route de connaissances, ce qu'il bornait de son propre territoire, le mettait en danger comme écrivain. Voilà. Alors, tout ça, sauf un livre qui est propriété privée et qui est complètement autobiographique, non pas dans l'histoire, mais dans les lieux, les personnages, et dans les lieux, les personnages, voilà. Parce que j'ai été enfant, j'ai vécu dans la propriété de mes grands-parents à Gand, qui est cette magnifique propriété qui se trouve... quand vous êtes sur la place du village, vous prenez le pont qui va sur le Ness, la rivière, et c'est la propriété qui tient à la fois de la route de Gelos et de la route de Rébénac. Et donc j'ai vécu là une partie de mon enfance, chez mes grands-parents. Mes grands-parents sont enterrés dans le cimetière de Gand et la municipalité de Gand a donné mon nom au groupe scolaire. Donc voilà, maintenant il me reste de Gand le cimetière et l'école. Et quand cette maison a été vendue, ça a été un déchirement. Elle a été vendue au docteur Marzé. Et je crois qu'il est mort, et lui-même, c'est sa fille qui en a hérité. Et ça a été un déchirement. Et donc, je me suis dit, je vais mettre tous les détails vrais dans un roman. Et tous les détails, à la fois de la vie dans la pension qu'étaient les Dames de Saint-Maur à Pau, et les détails de la vie dans la propriété sont vrais. Et c'est une sorte de livre tombeau, vous savez, ce livre tombeau dans lequel j'aurais pu le faire par l'image si on avait pu tourner un film à ce moment-là, et puis on ne l'a pas tourné, et donc voilà, c'est une sorte de reposoir de ce qu'a été une propriété béarnaise en un temps donné. Et c'est un reposoir de ce qu'a été une enfance dans ces années-là, c'est-à-dire les années 50 à 60, même pas 50, 54. Je suis née en 44, donc 54 à 63, puisque je suis allée chez les Dames de Saint-Maur. Ensuite, j'ai fait propédeutique à Pau et à la Villa Formose, voilà. Donc, je relisais quelques pages hier parce qu'une lectrice m'avait demandé une dédicace et je me disais, mon Dieu, comme ce livre est daté. Et bien, pour cause. Il est doublement daté car c'est une enfance complètement disparue. Il n'y a plus rien à voir entre mon enfance et une enfance du même âge maintenant. Rien. Ni les principes, ni la façon dont considérer les enfants,
Rien. Il n'y a rien de plus étranger que l'enfant que j'ai été dans ces années-là avec les enfants que l'on éduque maintenant. Est-ce qu'il faut dire que ces éducations étaient terribles? Est-ce qu'il faut dire que l'éducation contemporaine est trop laxiste? Que deviendront ces enfants rois à qui on fait croire que l'avenir sera facile dans la fraternité universelle, dans la joie, dans le plaisir, dans l'épanouissement personnel? Est-ce qu'on n'a pas menti à ces enfants-là? Il y a 15 jours, on a eu un terrible signe que le monde n'était pas le monde qu'on avait décrit à nos enfants. Est-ce que je dois me plaindre d'avoir été éduquée comme ça? Certainement pas. Certainement pas. Mais si je peux me permettre de vous interrompre, justement, si on lit propriété privée et la description de cette éducation, on est quand même presque choqué de cette dureté. Par exemple, la scène où la petite Tiffany perd sa grand-mère qu'elle a aimée par-dessus tout, à qui elle a voué presque un culte. Elle a vécu les semaines de pensionnat pour la lettre qu'elle recevait chaque jeudi de cette grand-mère. Au moment de la mort de cette grand-mère, les sœurs l'emmènent à l'église en lui disant « Tu dois être forte ». Elles la mettent presque avec violence sur un prie-dieu. Elle doit prier. C'est toute la consolation qu'elle aura. Pour moi, c'est une des scènes les plus violentes que j'ai pu trouver dans la littérature. On avait Dieu. Évidemment, c'est une réponse qui, si Dieu pour vous était une véritable consolation. Mais Dieu, quand même, ça a été la consolation de l'humanité. Si l'humanité a créé Dieu, c'est qu'elle en avait besoin. Absolument. Et donc, mais justement, pour revenir sur cette éducation... mais peut-être que je pourrais expliquer les origines. Il n'y a pas simplement des fantasmes ou la réalité que j'ai vécue, mais les origines de cette éducation. Les Dames de Saint-Maur, paix à leur... que j'ai appelé les Dames sanguinaires dans ce livre, oh mon Dieu. Était un ordre religieux qui était fondé au XVIIe siècle, au moment de la fondation de tous les grands ordres religieux catholiques de la Contre-Réforme. Ah, mais monsieur... de la Contre-Réforme. Et donc, elles allaient, comme les Ursulines, comme les Visitandines, etc., donc élever des maisons d'éducation dans la France entière, et avec le principe du pensionnat et de l'externat. Les pensionnaires qui étaient des filles plutôt riches, parce que les classes sociales sont véritablement séparées, de la bourgeoisie, payaient des pensions, et avec ces pensions, les ordres religieux élevaient les externes, c'est-à-dire donner de l'éducation aux externes. C'était pas mal fait. Il y avait simplement un mur entre les pensionnaires et les externes. Donc ces Dames de Saint-Maur sont au XVIIe siècle, et au XVIIe siècle, vous savez que Madame de Maintenon fonde Saint-Cyr. Le roi lui donne cette maison d'éducation parce que j'adore Madame de Maintenon. Où d'autres auraient voulu des diamants, des bijoux, des colliers de reine, elle demande une maison d'éducation. À la fois pour réparer l'éducation qu'elle a eue enfant, vous savez qu'elle était prise entre la partie de sa famille protestante et la partie catholique. Et elle sent qu'elle a véritablement... Les petites filles ont besoin d'éducatrices. Et avec Louis XIV, ils font ce projet fou
de faire une maison d'éducation qui ne sera pas religieuse, justement, parce qu'il y a trop de fondations religieuses. Donc, c'est Saint-Cyr, magnifique conception, utopie sur terre, magnifique, avec le lieu choisi, l'architecte choisi, le mieux pour les demoiselles, qui seront les demoiselles de l'aristocratie, les orphelines ou les demoiselles pauvres de l'aristocratie, et qu'on va séparer de leur famille. Car la grande idée, c'est qu'on peut pas, l'éducateur ne peut pas éduquer avec les parents. Bon, ça marche si bien. Les jeunes filles répondent tellement bien à l'éducation qu'elles commencent à avoir ce qu'on pourrait dire dans notre triste langage contemporain, la grosse tête. Elles deviennent fières. Et il faut voir aussi comment toute l'histoire de l'éducation des filles a été une histoire où on les a mises sous le boisseau. Et là, dans cette maison, on les ouvre. Vous savez que Racine donc, écrit Esther, leur fait jouer Athalie. Il est même question de leur faire jouer Andromaque. Et là, Madame de Maintenon prend peur. Elle dit « Qu'est-ce que j'en ai fait ?» Et comment ces filles vont-elles pouvoir rentrer dans la société? Et alors elle demande à ce qu'il y ait un ordre religieux qui vienne prendre en main les éducatrices qui n'étaient pas religieuses. Les éducatrices de Saint-Louis faisaient des vœux comme les religieuses, mais ce n'étaient pas des vœux religieux, parce qu'elles avaient pauvreté, chasteté, mais elles avaient prononcé le quatrième vœu qui était magnifique, c'est le vœu d'éduquer. Prononcer le vœu d'éduquer. Donc on leur envoie un ordre religieux qui est l'ordre des Dames de Saint-Maur et qui reprend, les Dames de Saint-Louis, mais très délicatement, pour remettre tout en ordre et faire rentrer les demoiselles dans la ligne de leur vie future, en faire des mères de famille. Mais qui est-ce qui va prendre la grosse tête? Ce sont les Dames de Saint-Maur, parce qu'elles ont été l'éducatrice des princesses. Et elles vont garder, jusqu'au moment où je les ai connues, elles vont garder le costume des Dames de Saint-Louis, qui était un costume uniquement noir, avec coiffe en ogive, corset serré, taille toute menue, et traîne d'apparat de 7 mètres. Moi, je les ai connues. Les Dames de Saint-Maur, dans un couloir, c'était des froufroutements de soie. Elles avaient des manches ajustées et elles priaient. Quand elles priaient, elles avaient un voile de mousseline qu'elles rabattaient sur leur tête, du dos vers le devant, et c'était un voile qui les couvrait jusqu'aux pieds, et c'était des veuves absolues. Et c'était inouï. Donc moi, enfant, je vois, c'est le XVIIe siècle qui m'a élevée. Et on nous disait, mais soyez fiers, nous avons élevé des princesses et vous, petites bourgeoises, vous pouvez être élevées comme ça. Et c'était des principes du XVIIe siècle, très gauchis aussi par des principes du 19e à un moment donné, mais vous savez, on ne va quand même pas se plaindre d'avoir été... On n'était que 7 en classe de terminale. Évidemment, on ne faisait pas de philo, mais on n'était que 7. Donc, ça explique un peu la dureté de cette éducation. Et quand j'écris Un monde à l'usage des demoiselles, qui est un essai... alors là, je crois beaucoup aux essais de résolution biographique. J'ai bien connu Simone de Beauvoir et on avait un projet, elle et moi, de travailler sur le deuxième sexe comme un essai de résolution biographique. C'est très curieux que les féministes se soient emparées de Simone de Beauvoir, qui a toujours absolument détesté les femmes et détesté la condition féminine.
et qui a écrit Le deuxième sexe simplement pour savoir ce que c'était qu'être une femme, tellement elle détestait l'être. Et j'ai écrit, donc je lui avais proposé l'autobiographie dans les essais. Les essais ne sont pas si scientifiques qu'on le croit quand on les lit. Souvent, le savant qui les écrit ou le scientifique résout bien des questions personnelles, et dans le choix du sujet et dans la façon dont il traite. C'est pas si savant, disons que ce n'est pas si rationnel qu'on peut le penser, ni neutre. Il faut toujours savoir qui écrit quoi. Et quand j'écris donc Un monde à l'usage des demoiselles, qui est une phrase merveilleuse de Madame de Maintenon, le monde est fait pour les hommes, nous créerons donc un monde à l'usage des demoiselles. Bon, j'ai essayé de voir comment et pourquoi j'avais été éduquée. Et c'est un livre qui m'a donné un dynamisme absolu. Non, je n'ai pas été une victime, mais pas du tout. J'ai été éduquée sur ce principe, ces principes des éducations de la contre-réforme, d'un sentiment que certainement il serait difficile de conquérir sa place dans le monde, mais il y a un domaine un domaine de conquête absolue, c'est son fort intérieur. Qui n'a pas fait la conquête de lui-même ne peut pas faire la conquête du monde. Or, il y a un moment, tous dans nos vies, où il faut accomplir sa conquête intérieure. Et elles m'y ont aidé. Ceci pourrait être... J'allais dire que ceci pourrait être un magnifique mot de la fin. Heureusement, il nous reste un tout petit peu de temps. Et justement, ce que vous venez de dire, on le voit aussi très bien dans votre dernier roman, où l'autre personnage, cette Madame Dubois, qui elle aussi, elle est passée par une éducation au pensionnat, ce qui n'est mentionné que très brièvement. C'est quand même quelqu'un qui a 18 ans, n'ayant connu que sa Normandie natale. Je ne sais pas si vous avez mis Yvetot par hasard. Oui, non. Mais c'est Madame Bovary. Voilà, et donc cette jeune femme qui, de beaucoup de côtés, peut être détestable parce que c'est vraiment l'épouse de l'administrateur qui donne des thés et qui ne fait que respecter la bonne place de la fourchette, mais vous montrez en fait aussi qu'elle a 18 ans, elle est en quelque sorte parachutée dans la brousse et justement par cette éducation, grâce à cette éducation, elle arrive à survivre. Et cette force intérieure qu'elle a pu acquérir l'aide d'une manière qu'on n'apprécie peut-être pas toujours, mais quand même à tenir le coup. Et donc là, je trouve que vous avez donné aussi très bien l'image de la force qu'on peut tirer d'une telle éducation. Oui. Mon Dieu, l'éducation, vaste sujet, mais le plus important. Le plus important. Je pense je suis même sûre que le public a sans doute, que vous avez sans doute de nombreuses questions. Oui, pour l'éducation, il y a quand même quelque chose qui est quand même très intéressant. C'est que il y a des voies de garage, mais est-ce qu'on peut les éviter ? C'est qu'on éduque toujours un enfant, non pas dans l'avenir, mais par rapport au passé. Dans l'enfant qu'on éduque, on se demande si on n'éduque pas l'enfant parfait qu'on voudrait offrir à ses parents. Et aussi, l'autre volet, c'est est-ce que dans l'enfant qu'on éduque, on ne répare pas sa propre enfance ?
Et par exemple, je suis à la fois effrayée et fascinée par ces émissions de télévision où on voit des mères, ça se passe aux États-Unis, mais ça se passe aussi en France, où on voit des mères de conditions sociales souvent modestes qui déguisent leurs petites filles en princesses et leur font faire des concours de beauté. Et on peut regarder l'enfant déguisé, mais on regarde la mère et on voit le ravage de la mère. Ce sont des jeunes femmes absolument ravagées qui après avoir paré la petite fille, de 1000 choses dans la petite fille, comme une sorte de poupée un peu perverse, mais perverse, attachent vivement une mèche de cheveux avec un élastique avant de prendre la voiture et faire les 200 km pour mettre sur scène le petit monstre. Et qui sont derrière la scène en train de mimer des gestes d'enfant pour faire danser le petit monstre, comme un marionnettiste monstrueux. Et vous savez, on vous demande toujours de voir quelque chose devant, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir juste ce qu'il y a derrière. Et donc, le bébé qui est sur scène et qui fait comme ça avec la main, ou qui envoie des baisers et on voit derrière la femme monstrueuse qui fait les mêmes gestes que le bébé. Et là, on se dit, quel dégât! On voit les dégâts comme ça. Où est le respect? Et alors ça peut c'est flagrant, on le voit. Mais dans ces éducations aussi, où un père terrible va obliger un enfant à lire les livres que ce père aime parce qu'il faut absolument qu'il ait lu Kierkegaard avant 15 ans, etc. C'est la même chose, c'est aussi le marionnettiste terrible. En tant que parent, il faut éviter, puis, on a tous été des marionnettistes terribles. Je pense qu'il faut penser à ça.